Nous parlons de l'après-Covid. Alors, l'après-Covid aurait normalement dû ne plus comporter un problème qui s'appelle celui du changement climatique. Si effectivement à Paris en 2015, on avait signé quelque chose qui engageait vraiment les signataires, comme nous ne sommes plus à le croire. Alors en fait, si on regarde comment avant 2015 et après 2015 évolue le marqueur principal, l'un des problèmes dont on va parler ce soir, qui est la question du changement climatique, en fait, on se rend compte que malheureusement, l'accord de Paris est un non-événement, comme toutes les réunions onusiennes qui ont précédé. Vous avez ici une courbe qui vous donne le réglage du thermostat planétaire, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Alors pourquoi on parle du CO2? Parce que le CO2 est une espèce qui a la particularité dans l'atmosphère d'intercepter les infrarouges terrestres. C'est ça qu'on appelle un gaz à effet de serre. C'est un gaz qui intercepte les infrarouges terrestres, car la Terre émet des infrarouges, exactement comme notre corps. Et plus on met de gaz qui interceptent les infrarouges terrestres dans l'atmosphère, qu'on appelle des gaz à effet de serre, et plus la température d'équilibre de la planète augmente. Voilà, donc c'est le thermostat planétaire avec un effet retard important, mais on y reviendra. Alors, ce thermostat planétaire, il était réglé l'année de ma naissance. J'ai démarré cette série au moment où je suis né, ça me paraissait important. Il était réglé sur un peu moins de 320 millionièmes. Donc, ça veut dire qu'en volume, vous aviez 320 millionièmes, 320 pour 1 million de millionièmes dans l'atmosphère, par exemple 1 million de centimètres cubes, eh bien, on avait 320 centimètres cubes, 318 pour être précis, de CO2. Et puis, sous l'effet de nos émissions, dont on discutera dans pas très longtemps, vous voyez que cette quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente. Alors, elle augmente avant 1995, et puis en 1995, vous avez la première réunion annuelle des pays qui ont signé ce qu'on appelle la Convention climat. Cette convention climat a été signée à Rio en 1992, au sommet de la Terre, et en 1995, il y a la première réunion effective des signataires, ou des ratificataires, pour être plus précis, parce qu'il faut quelques années pour qu'on ratifie le traité et qu'il rentre en vigueur. Incidemment, cette COP1, cette Conference of the Parties, c'est ça que ça veut dire, COP, a eu lieu en Allemagne sous la houlette de Mme Merkel, qui était alors ministre de l'Environnement. Et puis, vous voyez que cette COP1, qui est un grand succès, puisque la Convention climat entre en vigueur, ne change strictement rien au réglage du thermostat planétaire, qui continue d'être tourné vers plus chaud. En 1997, arrive le protocole de Kyoto, qui demande aux pays dits industrialisés de réduire leurs émissions, puis vous voyez ce que ça donne comme effet. En 2009, arrive la conférence de Copenhague, qu'on a présentée comme étant un gros échec. Oui, bon, peut-être, on verra. C'est pas plus, c'est pas moins un échec que Paris n'a été un gros succès pour le moment. Dit autrement, le premier enseignement que j'avais envie de vous passer, c'est que ce qu'on appelle les négociations climat, aujourd'hui, ne sont pas des négociations, il n'y a rien à négocier. Les pays arrivent, disent voilà ce que je suis prêt à faire, et ils ne négocient absolument rien, et ils sont prêts à faire essentiellement quelque chose qui s'appelle rien, puisque sinon, cette courbe aurait commencé à être infléchie depuis un certain temps. Ces gaz à effet de serre, une fois qu'ils sont dans l'atmosphère, comme je le disais tout à l'heure, ils vont régler le thermostat planétaire et ils vont le régler pour longtemps. Le CO2, pour ceux d'entre vous qui ont de vieux souvenirs de chimie, c'est un oxyde, c'est du dioxyde de carbone. C'est un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, donc c'est un oxyde. Il se trouve que les oxydes sont sur Terre des molécules remarquablement stables. Une fois qu'un élément est oxydé, un élément oxydable évidemment est oxydé, c'est-à-dire une fois qu'il est sous forme d'oxyde, ça ne bouge plus. Par exemple, le fer sur notre planète est disponible sous forme d'oxyde de fer depuis qu'il y a de l'oxygène libre sur Terre, et ça fait des centaines de millions d'années qu'il est sous forme d'oxyde de fer. Une fois qu'il est sous forme d'oxyde de fer, il ne bouge plus. Le CO2, c'est pareil. Une fois qu'il est dans l'atmosphère, il n'a aucune envie de s'en aller, il n'a aucune envie d'être épuré chimiquement parce qu'il est inerte. Et donc, il va rester très longtemps dans l'atmosphère à cause de cette caractéristique. En fait, il peut être repris par la photosynthèse, qui demande de l'énergie. C'est une manière d'exploiter l'énergie solaire, la photosynthèse. Et il peut se dissoudre dans l'océan. C'est un système de vase communicant. Ça ne demande pas vraiment d'énergie et ce n'est pas vraiment une réaction chimique. Juste, il change de compartiment parce qu'il y a un peu plus de place dans l'eau que dans l'air au moment où on a rajouté du CO2 dans l'air. Mais cette inertie importante du CO2 dans l'atmosphère engendre une conséquence qui est absolument capitale pour le passage à l'action, ou plus exactement les conséquences du passage à l'action. Ce que vous voyez ici, c'est la variation de la température planétaire, de la moyenne planétaire, depuis 1850. Alors le zéro n'est évidemment pas le 0 Celsius, il ne faisait pas 0 en moyenne en 1850, c'est le zéro de référence de cette courbe. En 1850, il faisait à peu près 15 degrés Celsius en moyenne à la surface de la Terre, si on somme jour, nuit, pôle, tropique,
été hiver. Océan, continent, enfin voilà, si vous faites une moyenne planétaire, vous arrivez à peu près à 15 degrés, qui est le zéro de référence. Ce que vous voyez, c'est que cette température planétaire, en gros, pendant un siècle, elle ne bouge pas. Voilà. Ensuite, pendant un deuxième siècle, elle a, pardon, oui, c'est ça, entre un trois quarts de siècle, pour être plus précis. Après, elle commence à monter doucettement, et puis cette montée s'accélère. Nous sommes ici et nous avons gagné un peu plus de 1 degré par rapport à ce zéro de référence. Mais ce que vous voyez surtout, c'est qu'à l'avenir, quelle que soit la manière dont les émissions évoluent, puisque toutes ces courbes donnent la réponse du système en fonction des émissions qui auront lieu, les 20 prochaines années sont identiques pour toutes les simulations qui sont faites avec tous ces scénarios d'émissions, certains étant extrêmement sobres en émissions, donc on est vraiment sérieux sur la question, et d'autres, allez, on accélère et on accélère et on accélère encore dans les sables bitumineux et tout le reste de ce qu'on trouve à extraire. Eh bien, vous voyez que la différence entre tous ces scénarios n'est pas visible pour les 20 années qui viennent. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que le changement climatique est une voiture qui accélère et quand vous commencez à appuyer sur la pédale de frein, la seule chose dont vous êtes absolument certain, c'est que votre voiture continue d'accélérer pour les 20 ans qui suivent. Voilà. C'est une voiture qui accélère encore plus fort quand on commence à appuyer sur la pédale de frein pendant un certain temps. Donc, les 20 prochaines années sont déjà embarquées dans les émissions passées à cause de la grande inertie du CO2 dans l'atmosphère. Voilà, c'était ça le message principal que je voulais passer avant de passer sur ce que représente une élévation significative de quelques degrés de la moyenne planétaire. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, quand on commence à agir, en fait, on commence à agir pour nos enfants. Pour nous-mêmes, de toute façon, il se passera ce qui se passera dans les 20 années qui viennent, quoi que nous fassions. Alors, la planche qui suit vise à donner une idée de ce que représentent quelques degrés de variation sur Terre. Alors, je suis désolé, je vais prendre l'Europe, puisque je suis un Européen, mais enfin, ça sera assez facile de transposer pour le Canada avec ce que je vais vous raconter dans pas longtemps. Vous avez ici une cartographie de ce qui pousse en Europe à partir du moment où on n'empêche pas ce qui pousse naturellement de pousser en faisant des champs, des routes, des raffineries et l'hôtel des impôts. Donc, si on n'enlève pas les écosystèmes existants pour y mettre autre chose parce qu'on trouve que c'est plus intéressant, eh bien, ce qui pousse spontanément en Europe en ce moment, c'est essentiellement des arbres. Et du reste, au Canada, c'est pareil. Les écosystèmes normaux au Canada, si on laisse la nature s'exprimer, à part dans quelques zones de montagne où il fait trop froid, c'est essentiellement des arbres. Enfin, trop froid ou trop sec ou trop haut. Ce que vous avez au nord de l'Europe, ce n'est pas des arbres parce qu'il fait trop froid et trop sec. Et ce que vous avez ici, ce n'est pas des arbres parce qu'il fait trop sec. Voilà à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, à cause des fluctuations naturelles du système climatique, depuis qu'il y a un système climatique sur Terre, et il y a toujours eu des fluctuations naturelles du système climatique, l'Europe est au cœur de la dernière ère glaciaire, comme la Terre dans son ensemble. La température moyenne de la planète est plus basse, on va voir de combien ensuite, et donc la géographie d'un certain nombre de continents ne ressemble absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors en Europe, la première grosse différence par rapport à aujourd'hui, c'est que vous avez un glacier qui fait 3 km d'épaisseur, qui est posé sur la Scandinavie et le nord de l'Allemagne. Donc les Allemands ne nous enquiquinent pas avec leur centrale à charbon, mais les Canadiens ne nous enquiquineraient pas plus avec les sables bitumineux, parce que vous avez également une calotte de 3 km d'épaisseur qui est posée sur la totalité du Canada. Il s'appelle la calotte laurentide, qui est une énorme calotte de glace. Vous voyez que les Écossais et les Irlandais ont cessé d'être des nuisances au rugby, puisqu'ils sont aussi sous la glace, et qu'il n'y a pas de paradis fiscaux dans la Manche, puisqu'il n'y a plus de Manche. En fait, il n'y a plus de Manche parce que pour constituer ces énormes glaçons qui sont posés sur la Scandinavie et le Canada, et faire un peu grossir également le Groenland, il a fallu prendre beaucoup d'eau ailleurs sur Terre, et le seul endroit où on peut prendre suffisamment d'eau ailleurs sur Terre pour faire des gros glaçons comme ça, c'est dans l'océan. Comme le fond de l'océan est toujours au même endroit, puisque la tectonique des plaques n'a pas fait changer le fond de l'océan en 20 000 ans, eh bien, le niveau de l'océan est 120 mètres plus bas, donc il n'y a pas besoin de faire Eurotunnel. L'Eurostar reste à l'air libre pour aller de Paris à Londres. Le climat étant beaucoup plus froid, il est également beaucoup plus sec, parce qu'un climat plus froid est un climat avec moins d'évaporation et moins de précipitations. Et donc, les écosystèmes installés, là où il n'y a pas de glace, sont beaucoup plus maigrelets. Et en fait, l'essentiel de l'Europe ressemble à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie, qui à l'époque était aussi sous la glace.
Dans ce genre d'écosystème, vous arrivez à faire vivre un petit dixième de la population de Calgary en France, sur la totalité du territoire français, qui est évidemment beaucoup plus important que la totalité de la superficie de Calgary, sans vouloir vous faire offense. C'est 100 000 bonshommes, c'est 100 000 animaux en bout de chaîne alimentaire, c'est tout ce qu'on arrive à faire vivre dans un écosystème un peu maigrichon, comme celui qu'on a à cette époque. Il y a 20 000 ans, le climat était donc beaucoup plus froid sur Terre et l'Europe ressemblait à ça. Et aujourd'hui, enfin plus exactement, avant qu'on commence à tout défricher pour faire tout ce qu'on fait, ça ressemblait à ça. Eh bien, la différence de température moyenne sur Terre, hein, le réchauffement planétaire global qui a conduit l'Europe à passer de cet état-là à cet état-là, c'est uniquement 5 degrés en 10 000 ans. Donc ici, vous avez le résultat d'une expérience passée qui a été faite par la planète, qui consiste à réchauffer le climat à partir de cet état de départ, de 5 degrés en 10 000 ans, et vous voyez à quoi ressemble l'état d'arrivée. Alors cette transformation nous a évidemment été extrêmement bénéfique parce qu'elle a rendu les moyennes latitudes cultivables. Ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que si le changement climatique qu'on avait mis en route n'était pas un réchauffement, mais un refroidissement de quelques degrés, je peux déjà vous donner la facture, ça fait quelques milliards de morts, puisque ça rend les moyennes latitudes incultivables. Alors, un réchauffement de quelques degrés les rendra peut-être aussi partiellement incultivables, on va le voir derrière. Mais ce que vous pouvez dès à présent garder comme conclusion, c'est qu'un réchauffement de quelques degrés, ce n'est pas un pull ou en plus ou en moins, pardon, c'est pas un pull en plus ou en moins l'hiver. C'est une évolution qui va dynamiter parce que ça va déstabiliser la totalité des populations sédentaires qui se sont acclimatées, c'est le cas de le dire, et développées en accord avec des conditions climatiques assez précises. Et par ailleurs, on le verra plus tard, s'adapter à des conditions rapidement changeantes demande énormément d'énergie, énergie qui va précisément nous faire défaut pour d'autres raisons. Donc, quelques degrés de hausse de la température en un siècle, si je vous le résume ça avec une phrase simple et de bon goût, en gros, ça va être la guerre partout. C'est ça la manière dont je résume la chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une compétition pour les ressources restantes qui va être tellement féroce que ça va dynamiter la stabilité et les structures installées à peu près partout. Alors, si on rentre dans un tout petit peu de détail, voilà quelques réjouissances qu'on pourrait avoir avec ce genre d'évolution. Ici, vous avez une cartographie du nombre de jours, vous voyez, qui vont du jaune au rouge en fonction du nombre, où les conditions externes sont létales, c'est-à-dire que vous ne survivez pas en conditions externes, à partir du moment où le réchauffement est de 4 degrés. Donc, si, avec un réchauffement de 4 degrés, bah, vous voyez par exemple, dans cette région-là, vous ne pouvez pas vous tenir en conditions extérieures plus de 300 jours par an. Alors, pourquoi est-ce que ça vous arrive? Tout simplement parce que pour que vous puissiez survivre quand la température extérieure est de plus de 35 degrés, il ne faut pas que l'humidité soit de 100%. Si l'humidité est de 100%, vous ne pouvez pas évaporer pour transpirer et vous refroidir. Et comme la température de votre peau est à 35 degrés, non pas à 37, si les conditions extérieures, c'est plus de 35 avec 100% d'humidité, vous mourrez. Eh bien, vous voyez par exemple toute l'Asie du Sud-Est, donc il n'y aura plus de problème de déforestation pour l'huile de palme, il n'y aura plus personne pour cultiver des palmiers à huile. Voilà donc une première réjouissance qui pourrait nous attendre avec 4 degrés d'élévation. Une deuxième réjouissance, alors je suis désolé, je me suis centré sur le bassin méditerranéen, parce que c'est là que je vis. Je ne sais pas exactement ce que ça donne pour le Canada, j'aurais pu regarder d'à peu près. Vous avez ici, c'est ça qu'il faut regarder, la baisse de l'humidité des sols en fonction de l'élévation de température. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'à 2 degrés, la simulation médiane, parce que ça, en fait, ça représente des simulations, c'est que l'humidité des sols va baisser de 20%, et à 4 degrés, ça baisserait de 40%. Alors, une humidité des sols qui baisse de 20 à 40% sur le pourtour du bassin méditerranéen, c'est évidemment des rendements agricoles qui baissent très fortement, et c'est des forêts qui meurent. C'est essentiellement ça, et des écosystèmes qui meurent, c'est ça qu'on va avoir dans ce genre de contexte. Et il n'y a pas que sur le pourtour du bassin méditerranéen qu'il va y avoir un sujet avec la sécheresse, il n'y a pas que la sécheresse qui peut agresser les plantes, etc. Et ce graphique qui est tiré d'un rapport récent du GIEC qui s'appelle Climate Change and Land vous dit qu'à partir de, allez, on va dire 3 degrés, 2 degrés et demi, 3 degrés, vous avez des instabilités, de l'insécurité alimentaire, on va dire, qui devient généralisée sur Terre et irréversible. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui se sont plongés dans leur manuel d'histoire, vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille et que dès que vous commencez à avoir un problème d'accès à la nourriture, ça tourne mal. Le printemps arabe de 2011 est un problème d'accès à la nourriture pas chère. C'est une manifestation récente de ce genre de sujet.
Je ne vous fais pas le détail parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui en une demi-heure, mais enfin, il y a plein de littérature scientifique Voilà. On va également avoir un sujet avec la biodiversité qui va s'effriter. On va avoir un sujet avec les maladies qui vont changer, on va dire, parce qu'on réchauffe le bouillon de culture. On va avoir un problème avec les invasions marines qui vont se développer et qui seraient multipliées par 500, je dis bien par 500, d'ici la fin du siècle, avec un réchauffement un peu significatif. Donc les incursions marines, c'est Katrina, enfin voilà, c'est ce genre de truc, c'est une tempête qui déborde les défenses. On va avoir des problèmes avec d'autres phénomènes extrêmes, les pluies intenses, les sécheresses intenses, etc. Bon, bref, on va avoir tout un tas de réjouissances. Ici, vous avez un graphique qui vous donne la clé, j'ai envie de dire, si on n'a pas envie de jouer à ce jeu-là. Alors, ce graphique, il vous dit quelque chose de très simple. Il vous dit qu'en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, de combien est-ce que la Terre va se réchauffer entre l'ère pré-industrielle et 2100. D'accord ? Donc, plus vous mettez de CO2 en cumulé dans l'atmosphère, c'est la quantité totale, hein, ce n'est pas les émissions annuelles, c'est combien vous en mettrez au total jusqu'en 2100, et ça vous conditionne, à cause de l'inertie du CO2, le réchauffement global que nous aurons en 2100. Alors, si je prends un cas pratique, à fin 2018, je n'ai pas encore fait le calcul pour fin 2019, on avait mis un peu plus de 2200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et donc aux incertitudes de modélisation près, parce qu'en fait, ça peut se situer entre là et là, la réponse du système climatique, hein, on a déjà embarqué un réchauffement de 1,5 degré du système climatique planétaire. C'est une autre manière de dire que l'objectif 1,5 degré qu'on a parfois entendu dans la bouche de certains responsables politiques, vous pouvez l'oublier, de toute façon, il est mort. Il faudrait pour ça arriver à annuler des émissions qui ont déjà eu lieu dans le passé, c'est-à-dire rendre le monde séquestrateur net de carbone à 8 milliards d'individus sur Terre. Vous oubliez, ça n'arrivera jamais. Donc les 1,5 degrés, ils sont morts. Si on veut se limiter à 2 degrés, alors ce n'est pas encore complètement mort, c'est peut-être mort si on est dans le haut des modélisations pour ce qu'on a déjà émis. Vous voyez, si on est là, ça c'est peut-être déjà mort. Mais si on est à la médiane des modélisations, ce n'est pas tout à fait mort. Il faut qu'on limite les émissions planétaires à 3000 milliards de tonnes, dont 2200 de CO2, hein, dont 2200 ont déjà été émises. Donc ça veut dire que nous avons encore droit à 800, pour être 750 en fait, pour être précis, milliards de tonnes, alors que 2250 ont déjà été émises. Donc en gros, on a encore le droit d'émettre le tiers de ce qu'on a émis dans le passé, alors que nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'hommes sur Terre. Elles ont eu lieu alors que nous étions en moyenne sur le siècle de l'ordre de 3 milliards. Dit autrement, si on veut se limiter à 2 degrés de réchauffement, ça veut dire que les émissions planétaires doivent être divisées par 3 d'ici à ce que mes enfants aient mon âge. Alors, une division par 3 en 30 ans, ça fait une baisse d'environ 4% par an. Ça veut dire qu'à partir de demain matin, il faut commencer à baisser les émissions de 4% par an. Alors 4%, c'est grosso modo ce que le confinement dû au Covid causera aux émissions planétaires cette année. Donc, en gros, les émissions planétaires en 2020 vont baisser de 4 à 5% à cause du confinement dû au Covid. L'année prochaine, il faudra recommencer. À nouveau 5% de moins. Donc, il faudra se retaper un confinement. Et puis, l'année d'après, encore 5% de moins, etc. Donc, en fait, il faudrait un Covid supplémentaire chaque année pour qu'on tienne les 2 degrés de réchauffement. Et si on ne compte pas sur le Covid, ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre en économie de guerre. J'y reviendrai à la fin, si on veut avoir une quelconque chance de se limiter à cette hausse de température. Et si on ne veut pas se limiter à cette hausse de température, on aura les emmerdements que j'ai décrits juste avant. Alors à ce stade, on peut se dire, bon, tout ça n'a pas l'air très réjouissant, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à émettre du CO2 ? On s'amuse à émettre du CO2 et essentiellement parce que nous utilisons de l'énergie. Vous avez ici la quantité d'énergie utilisée par les hommes. Alors en fait, pas par les hommes. On va voir un peu plus tard que ce n'est pas les hommes qui utilisent de l'énergie, c'est les machines qui utilisent de l'énergie. Les hommes, ils mangent. Voilà, c'est très, très agréable du reste. Et une des caractéristiques de la France que j'aime bien. Mais ce n'est pas les hommes qui utilisent de l'énergie, c'est des machines. Donc les hommes ont utilisé successivement, vous voyez, du bois, du charbon, du pétrole, du gaz, etc., tout un tas d'énergie, parce qu'ils ont successivement découvert des machines et découvert l'énergie qui alimentait ces machines, qui permettait de se servir de ce parc mécanique qui nous rend la vie si douce. Ce que vous voyez, c'est que la quantité d'énergie que nous utilisons n'a pas été infléchi quand on a commencé à avoir le boom des services. Donc là, le fait que la part des services dans l'emploi augmente n'a absolument pas dématérialisé l'économie au sens où ça n'a absolument pas fait baisser la quantité d'énergie qu'on utilisait.
Et quand on a commencé à développer les ENR nouvelles, solaires et éoliens, et qu'on a commencé à tout digitaliser dans tous les sens, ça n'a pas plus infléchi la consommation d'énergie. Donc vous voyez pour le moment deux processus qu'on met parfois en avant comme étant des processus qui permettent d'être plus sympathiques avec l'environnement parce qu'on utilise moins d'énergie. Malheureusement, quand on regarde macroscopiquement, ce n'est absolument pas le cas. Le fait d'introduire des services dans l'économie ne permet pas de consommer moins d'énergie et le fait de mettre des ordinateurs et des éoliennes non plus. Ce que vous voyez également, c'est que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, c'est des énergies dites fossiles, tout simplement parce que c'est des restes de vie anciennes, qui sont charbon, restes de fougères, pétrole et gaz, restes de plancton et de microalgues. Ce que vous voyez également, c'est que toutes les énergies historiquement se sont empilées les unes sur les autres. Vous n'avez pas eu de substitution à large échelle. Et vous voyez ici ce qui excite tous les politiques là en ce moment et tous les journalistes, etc., c'est-à-dire les nouvelles énergies renouvelables. Et ça, c'est la somme du solaire, de l'éolien, de l'énergie des vagues, du marémoteur, du je ne sais pas quoi, enfin tous les machins poète-poète, là, du biogaz. Tout ça est dans ce petit machin violet qui est censé, si on ne compte que sur la technique, remplacer ça, ça et ça plus le nucléaire qui est cacaberc, en l'espace de 30 ans, sans gêner la croissance. Voilà. C'est ça qu'on vous raconte quand vous lisez les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie ou les discours politiques. Je suis raisonnablement prêt à parier toutes mes économies contre qui veut que ce n'est pas vraiment ça qu'on va avoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'énergie? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour utiliser des machines. En fait, vous n'utilisez pas d'énergie, vous ne buvez pas du pétrole, c'est pas bon, vous ne respirez pas du gaz, enfin sauf celui qui donne la voix de Mickey, et vous ne mangez pas de charbon, sauf en cas de flatulence. L'énergie n'est pas quelque chose que vous utilisez vous en direct, sauf, je le répète, l'énergie chimique contenue dans ce que vous mangez et l'énergie solaire contenue dans le fait de réchauffer l'atmosphère à une température qui est vivable pour nous. Voilà. Donc on utilise le solaire thermique, c'est ça qu'on utilise les hommes, et l'alimentation. Tout le reste, c'est des machines qui l'utilisent. Et alors, pourquoi est-ce qu'on on aime avoir autant de machines? Eh bien, on aime avoir autant de machines parce que ça nous transforme en Iron Man. Voilà pourquoi on aime avoir autant de machines. Grâce aux avions, nous volons. Grâce aux tractopelles et aux grues, nous soulevons les plus lourdes charges. Grâce aux laminoirs, nous écrasons des brames d'acier, comme Superman avec ses mains. Grâce aux camions, nous transportons des charges vite et loin, etc. Donc, vous voyez ici une toute petite sélection de ces machines qui nous rendent aujourd'hui la vie si douce parce que ça fait le travail à notre place. Donc nous, on n'a rien à faire. On peut regarder des webinaires, aller au bureau. Aller au bureau, c'est pas travailler en fait. On discute avec les collègues, on traite des informations, on s'occupe. Mais c'est pas vraiment du travail. Donc moi, je fais un truc qui ne s'appelle pas vraiment du travail en fait. Je travaille du chapeau, mais c'est tout. Celui qui travaille vraiment aujourd'hui, c'est lui, c'est-à-dire elle. Et en fait, si on regarde, si on fait un petit calcul sur le facteur multiplicatif de la puissance humaine que ces machines nous ont amené, en fait, le parc de machines installées sur Terre a permis de démultiplier la puissance musculaire de l'humanité par un facteur de l'ordre de 200. Donc, si on n'avait pas ces machines, la production humaine, la production économique humaine serait inférieure d'un facteur 200 à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi on aime les machines aussi, c'est parce que ça fait du PIB. En fait, c'est les machines qui font le PIB, c'est pas nous, on ne sert à rien. On est juste là pour donner des ordres aux machines. On pourrait évidemment rêver de revenir à un état 100% renouvelable. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui en rêvent. Alors en fait, il faut voir que 100% renouvelable, c'est le monde dont on sort de façon absolument certaine. Le monde vers lequel on va, je ne sais pas, mais le monde dont on sort, c'est sûr. Vous avez ici un paysage 100% renouvelable qui date d'il y a quelques siècles. Et en fait, le monde 100% renouvelable est le monde dans lequel les hommes ont toujours vécu jusqu'au début de la révolution industrielle. Vous voyez ici un bateau qui est mu par un batelier tout à fait renouvelable, ses parents l'avaient tout à fait renouvelé, poussant sur une tige en bois parfaitement renouvelable. Vous avez ici un transport terrestre fait d'un cheval renouvelable qui mange de l'herbe renouvelable, conduit par un paysan renouvelable. Vous naviguez sur une rivière avec de l'eau renouvelable, etc. On se chauffait au bois renouvelable et vous aviez du vent renouvelable qui soufflait dans les moulins pour moudre la farine et des rivières renouvelables qui faisaient tourner d'autres moulins, etc. Donc voilà, donc le monde renouvelable, ça existe, c'est sûr. Il n'y a aucun problème sur le fait que le monde renouvelable, ça existe. Le problème, c'est que le dernier monde renouvelable qu'on a connu, c'était 500 millions d'agriculteurs sur Terre avec 30 ans d'espérance de vie à la naissance. Voilà, c'est ça le monde renouvelable. Le dernier qu'on ait connu, c'est celui-là. Est-ce qu'on va retourner vers un monde 100% renouvelable avec le niveau de consommation matérielle que nous avons aujourd'hui? Pas une seconde. En voici la traduction économique. Vous avez ici une reconstitution du PIB mondial depuis l'an 1. Alors, ce n'est pas l'an 0, je suis désolé, j'oublie toujours de corriger ça parce que Excel vous met 0 parce qu'il ne sait pas que le calendrier romain commence à l'an 1.
Et vous voyez que la reconstitution de ce PIB mondial vous montre qu'en gros, à l'échelle qu'on a choisie pour que celui d'aujourd'hui se voit à peu près, eh bien, d'abord, il est infinitésimal et ensuite sans croissance, quasiment jusqu'au début de la révolution industrielle. Alors, entre l'Empire romain et le bas Moyen-Âge, il y a zéro croissance. Et même là, il y en a un peu, mais vraiment pas beaucoup. Et puis arrivent les combustibles fossiles, c'est-à-dire l'exosquelette constitué des machines à vapeur, à pétrole et à gaz. Et à ce moment, Ralovli et les économistes nous inventent la croissance structurelle de long terme, qui est le plus gros gag que j'ai jamais entendu dans ce qui se prétend être de la science. Évidemment que ça n'existe pas. Par contre, si vous regardez sur une échelle de temps qui est les dernières décennies, eh bien, vous voyez arriver la conséquence logique de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que c'était les machines qui travaillaient et pas nous. Vous avez ici la quantité d'énergie utilisée sur Terre, c'est-à-dire en fait le parc de machines en service, et vous voyez que la production économique est au premier ordre une fonction linéaire du parc de machines en service. Voilà. Donc en gros, plus on a de machines, plus on produit, et plus on a un PIB qui est élevé, plus on a besoin de machines pour le faire, parce que les hommes avec leurs petits bras musclés sont bien infoutus de le faire. Et comme l'essentiel de cette énergie est fossile, voilà le drame des négociations climat, c'est que le PIB est aussi au premier ordre, avec quelques chaos là, que vous voyez là, une fonction linéaire des émissions de CO2. Donc en fait, il va falloir choisir entre le CO2 et le PIB. Dit autrement, ou bien on décide de préserver l'actif qui s'appelle le seul vaisseau spatial habitable du système solaire pour 8 milliards d'habitants que nous connaissions, qui est la Terre, ou bien on préserve ça et à ce moment, il faut baisser le flux de transformation actuel, donc il faut effectivement déclencher une récession, ou bien on décide qu'on ne cherche pas à déclencher cette récession. À ce moment, les émissions de CO2 augmentent tant qu'elles peuvent, car il y a une voiture balai à la hausse des émissions de CO2, qui est la quantité de combustible fossile qu'on peut brûler sur Terre. Et un théorème de maths vous dit que comme cette quantité est donnée une fois pour toutes, il y aura de toute façon un maximum aux émissions de CO2, qui surviendra peut-être beaucoup trop tard pour qu'on ne se fasse pas péter la marmite. Mais en attendant, on est sûr de l'avoir quand même un jour. Et donc, la récession dont je vous parle, en fait, on l'aura un jour quand même, de toute façon, la seule question étant de choisir la date, c'était les fameux travaux de Meadows, et de choisir ou pas les circonstances. Si on ne choisit pas, eh ben, c'est des épisodes de type Covid ou autres qui s'en chargeront pour nous. Ce que vous voyez ici, c'est donc le dilemme dans lequel nous sommes. Donc, ou bien on décide de taper dans les ressources tant qu'on en a, tant qu'on peut, tant que ça passe, etc. Et à ce moment, nous avons un problème de poubelle qui déborde de plus en plus, et notamment de changement climatique qui est de plus en plus incontrôlable. Ou bien on décide de limiter ce qui rentre dans la poubelle, et à ce moment, on limite nécessairement le flux de transformation qui conduit à remplir la poubelle, et à ce moment, on doit limiter la production et donc se serrer la ceinture. Alors, si on décide de suivre plutôt ce chemin, on aura une société qui sera de plus en plus déstabilisée par des conditions qui ne dépendent pas de nous, par des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Si on choisit de suivre ce chemin, ça veut dire que nous contraignons de plus en plus, avec notre propre volonté, le fonctionnement de la société, mais c'est aussi une société dans laquelle un certain nombre de degrés de liberté à court terme disparaîtront. Voilà, donc voilà la croisée des chemins à laquelle nous sommes. Et malheureusement, il n'y aura pas de troisième voie. C'est-à-dire que, comme je l'ai mis en titre de cette diapo, on aura l'un ou l'autre, mais on n'aura pas ni l'un ni l'autre, malheureusement. J'aimerais bien, je suis père de famille, mais malheureusement, je n'y crois pas. Et à titre personnel, je préférerais qu'on aille se balader plutôt par là que par là, même si j'ai bien conscience du fait que dans un cas comme dans l'autre, ça ne va pas être une partie de plaisir. Voilà, et je vous remercie et je passe aux questions. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je pense que c'est là. C'est bon? Absolument. Merci Jean-Marc. Est-ce que vous pouvez nous parler en introduction comme suite logique à cette image qui est assez frappante, assez impactante, j'allais dire, de vos travaux avec le Shift Project et le plan de transformation que vous avez lancé récemment, sur lequel vous avez publié un espèce de livre blanc. Est-ce que vous pouvez dire deux mots de cette initiative? Oui, alors, on a, à la faveur de ce qui vient de se passer dans le monde, donc de l'épisode confinement et de la grande claque qu'on a pris, nous avons souhaité profiter de cet épisode pour mettre en chantier ce qu'on a appelé un plan de transformation de l'économie française, en se disant plusieurs choses. En se disant, l'épisode actuel montre que les mauvaises surprises, c'est possible.
Et donc, probablement que ça ouvre les chakras d'un certain nombre de gens à qui, alors depuis que je m'intéresse au sujet, c'est-à-dire 20 ans, on leur dit, vous savez, les mauvaises surprises, c'est possible. Et là, on vient d'en vivre une, pas très, très méchante au fond. Ça fera 400 000 morts ou 500 000 morts, le Covid. À l'échelle du tabac, des hamburgers ou des armes à feu, c'est pas grand-chose. Mais par contre, voilà, c'est quand même gentiment désagréable. On nous a privés de liberté. Bon. Mais on est à peu près tous vivants, sauf ceux qui sont morts. Et l'économie va perdre 5%. Bon, très bien, 5%, mais enfin, par rapport à une économie qui a été multipliée par 50 ou 100 depuis 2 siècles, bon, 5%, c'est pas très grave. Ce qui va être grave, c'est la répartition de ces 5% de pertes. Mais je veux dire, dans l'absolu, 5% de pertes, c'est pas très grave. Mais par contre, c'est clair que ça a un peu réveillé les gens. Alors on s'est dit, voilà, on va en profiter parce qu'on a probablement une fenêtre de tir pour proposer quelque chose qui est une autre manière de voir l'avenir. Alors cette autre manière, on lui donne le cahier des charges suivant. On lui dit, on va, ne pas compter sur la croissance. Donc on fait un plan de transformation dans lequel on ne dit pas c'est la croissance qui va résoudre nos problèmes. Nous, on n'y croit pas, on dit on va raisonner sans ça. C'est d'autant plus facile qu'en Europe, si on regarde un certain nombre d'indicateurs, la croissance est entre disparue et totalement molle depuis 2008, ce qui n'est pas un hasard. Et à mon avis, on va passer maintenant en phase de récession structurelle. Donc, voilà, c'est d'autant plus adapté au contexte, à mon avis, que je pense que c'est vraiment ça qui va se passer. La deuxième chose qu'on s'est dite, c'est on va se préoccuper sur ce qu'on fait. Donc, non pas d'où vient l'argent, on s'en fout. Dans un premier temps, on va s'occuper de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait comme voiture, où est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on mange, est-ce qu'on augmente ou on diminue la taille des villes. Enfin, on va décrire la maison. On ne va pas décrire pour savoir s'il y a assez d'argent ou pas assez d'argent dans la caisse. Nous, on considère que les facteurs qui sont limitants pour faire une transformation du pays, c'est les ressources vraiment rares, c'est-à-dire les minerais, l'énergie, la surface et les compétences. L'argent, on s'en fout, ça se crée d'un retour chariot sur le clavier de l'ordinateur. Donc, s'il faut de l'argent, on a de l'argent. Ça ne crée pas des compétences pour autant, l'argent. Donc, pour créer des compétences, il faut du temps et des bons hommes. L'argent, pas stricto sensu. Donc, on va s'occuper de l'objet. Le troisième truc qu'on s'est dit, c'est on va essayer d'être sérieux sur la décarbonation. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est moins 4 à moins 5% par an pour le monde. Et en France, on a même voté une loi sur la neutralité qui nous oblige plutôt à moins 7 à moins 8. Donc, nous, on dit chiche. Pour le moment, l'État fait une stratégie nationale bas carbone en France, qui est un aimable torchon sur lequel comme disait Rabelais, qu'il lit d'une fesse distraite. Bon. Nous, on a décidé d'être sérieux, et donc ça veut dire que secteur par secteur, on va regarder quelles sont les mesures à mettre en place pour effectivement gagner 5% sur les émissions tous les ans. Et on vient de faire une sortie il y a quelques semaines sur l'aérien. Et en gros, le principe sera toujours le même. On regarde ce que la technique peut nous permettre de gratter maximum sur les 5 ans qui viennent, parce que par ailleurs, on ne procrastine pas. Donc, on ne se donne pas un plan pour 2030, 2050. On s'en donne un, c'est sûr, mais les mesures opérationnelles qu'on va proposer, c'est pour les 5 ans qui viennent. Nous, on veut gagner 20 à 25% d'émissions dans les 5 ans qui viennent. Dans l'alimentation, dans les transports, dans le bâtiment, dans les 5 ans qui viennent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser au maximum le curseur de la technique. Donc, ça va renvoyer aux questions que vous allez me poser sur l'électricité, l'hydrogène, le machin, les avions électriques et je ne sais pas quoi. Et ce qui ne sera pas fait par la technique, eh bien, ma foi, on boucle la règle de 3 avec des mesures comportementales. Alors, un exemple pour l'avion. On peut gratter maximum. Alors, si on dit que sur le carburant servi en France, qui aujourd'hui engendre 22 millions de tonnes de CO2 d'émissions par an, je dis bien le carburant servi aux avions. Ce n'est pas ce qui est dans l'inventaire national, parce que l'inventaire national ne compte pas les émissions sur la totalité du vol. Et nous, on a pris le carburant servi aux avions. 20% de ce paquet, ça fait 4 millions de tonnes et demi, 4,5 millions de tonnes. Comment est-ce qu'on gratte 4,5 millions de tonnes? Il y a des mesures techniques applicables en 5 ans qui permettent d'en gratter 1,5. Par exemple, on électrifie toutes les opérations au sol. Voilà, ça c'est un truc qui en France fait gagner 1,5 million de tonnes. On gratte des trucs à droite à gauche, etc. Puis après, on passe aux mesures comportementales. Alors, dans les mesures comportementales, nous, on propose par exemple, donc je suis désolé pour le patron de Total, d'interdire les jets d'affaires, sauf pour les vols humanitaires et gouvernementaux. On propose de supprimer toutes les liaisons intra-européennes et domestiques qui sont desservies par du train à moins de 4h30. Et on propose pour les vols restants d'avoir un quota d'émissions sur l'ensemble de la durée du vol décroissant au fil du temps. Et si les compagnies ne le respectent pas, elles se voient supprimer des slots de décollage ou d'atterrissage. D'accord ? Donc on régule par les créneaux de décollage ou d'atterrissage.
Tout ce que je viens d'évoquer est à la main du gouvernement français. Il n'y a rien là-dedans qui suppose des accords internationaux de taxation du kérosène, je ne sais pas quoi, on s'en fout. Toutes les mesures-là sont réglementaires. Le gouvernement français fait ce qu'il veut. Donc voilà un exemple. Alors vous allez me dire, ah mais ça va détruire de l'emploi. C'est parfaitement vrai. Mais on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs. Donc je reviens à ce que je disais. La question c'est, est-ce qu'on accepte de déplacer de l'emploi d'un secteur à un autre parce que collectivement on estime qu'il faut absolument suivre un chemin dans lequel on ne fiche pas en l'air notre planète, ou bien est-ce qu'on décide que non? Mais c'est un choix. À partir du moment où on ne le fait pas, c'est qu'on a décidé que non. Donc après, on ne vient pas se plaindre qu'il va y avoir un changement climatique, que les forêts vont crever et que les réfugiés maghrébins vont débouler chez nous. On assume. Alors évidemment, aujourd'hui, aucun personnage politique n'est capable de tenir ce discours un peu vérité à la population, en le disant c'est either or, mais tu choisis. Bon, nous, c'est ce qu'on a l'ambition de faire, et on a l'ambition de le faire avec un discours qui est franc et direct, pas infantilisant, et un discours qui, par ailleurs, est appuyé par des études approfondies sur, le potentiel technique à 5 ans, donc pas le potentiel un jour, le potentiel technique à 5 ans. On a vu passer une déclaration de M. Le Maire disant j'impose à Airbus de machin, et du reste, il y aura un avion à hydrogène en 2035. Bon, ça, c'est zéro pour la question. C'est 2035, c'est 10 ans après 2025, c'est totalement hors délai, et puis c'est un avion. Ce n'est pas 4 milliards de passagers à l'hydrogène. Bon. Donc, voilà, donc on va essayer de faire respecter les règles de 3. Donc, ça va être ça l'idée. Alors, en termes de méthode, on va essayer de collaborer le plus possible avec les experts. Oui, alors effectivement, ça rejoint, et là, j'aimerais intervenir pour passer finalement les questions de Yacine, Eric et d'autres auditeurs. Comment faire en sorte que les gouvernements sortent de leur équilibre actuel, qui est orienté finalement vers le bien-être économique et social des populations à court terme, et notamment au Canada où, par exemple, le pétrole et le gaz sont parmi les plus gros contributeurs au PIB du pays et aux finances publiques. Comment arriver à faire bouger les politiques de façon à ce qu'ils changent de modèle de société? Ça sera beaucoup plus dur dans les pays producteurs d'hydrocarbures. C'est beaucoup plus facile dans les pays importateurs parce qu'en plus, ils ont un bénéfice sur leur balance commerciale. Et ils sont, comme on va le montrer dans pas longtemps en Europe, de toute façon déjà dans la NAS. Quand vous regardez les importations de combustibles fossiles en Europe, alors l'Europe, après je répondrai pour le Canada. Hein. Le Canada est du mauvais côté de la barrière. Mais l'Europe, aujourd'hui, produit un petit, si j'inclus la Norvège, hein, produit un petit quart de son pétrole, une petite moitié de son gaz et une moitié de son charbon. Donc l'Europe est un importateur massif, le premier importateur mondial de pétrole et un gros importateur de gaz. Et comme le pétrole conventionnel est passé par son pic en 2008, ce qui fait augmenter la production mondiale de pétrole depuis 2008, c'est les pétroles non conventionnels, dont notamment les sables bitumineux du Canada et également le shale oil américain, qui est le premier terme du non conventionnel. Mais même les plus belles histoires vont avoir un terme un jour aussi. Hein. Le shale oil est un pétrole qui est cher, complexe, avec un mauvais rendement énergétique d'extraction. Donc, enfin complexe. Il est cher et capitalistique, plus exactement. Et il demande des conditions économiques particulières pour pouvoir être extrait avec des opérateurs qui gagnent leur vie. Tant que les opérateurs sont vus comme étant des gens très risqués, c'est-à-dire à qui on prête à des taux élevés, les investissements nécessaires, plus le fait de payer les frais financiers, fait qu'ils ne gagnent pas d'argent. C'est une industrie qui a tourné à cash flow négatif quasiment depuis son début, le shale oil aux États-Unis. Donc c'est un peu particulier. Donc c'est difficile de dire que dans ces conditions-là, ça va doubler ou tripler dans les 10 ans qui viennent. Je ne suis pas complètement sûr de parier ma chemise là-dessus. Tout le reste est en déclin. Et en fait, il se trouve que The Shift Project vient d'accéder à des données que l'ami Jean-Michel Gir, s'il nous écoute, connaît bien, parce que c'est les données de Reichstadt Energy, qui est un des 3 fournisseurs de données dans le monde, qui fournit des données sur l'ensemble des champs mondiaux. On peut avoir absolument tout sur n'importe qui. Et à partir de ces données, on va regarder quel est le pétrole qui est disponible pour l'Europe dans les 10 ans qui viennent. Et de toute façon, il n'y en aura pas plus. Même si on veut, de toute façon, il n'y en aura pas plus, il y en aura moins. Pour le gaz, c'est pareil, parce que le gaz, c'est compliqué à transporter. Donc, une fois que vous n'en avez plus sur votre sol, l'importer d'ailleurs, même s'il y en a beaucoup ailleurs, c'est compliqué. Et le charbon, ça se transporte encore plus mal que le gaz. Donc, de toute façon, l'Europe est dans la nasse. Donc, nous, j'ai envie de dire, on a une voiture balai qui est très forte pour motiver les gouvernements en disant, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bon.
Le Canada, je pense qu'il bougera le jour où ses clients disparaîtront, tant qu'il n'en sera pas là, ou le jour où la préoccupation environnementale au Canada sera tellement forte qu'il y aura quelques têtes de coupées et on obligera les producteurs de sable bitumineux à remballer leurs installations. Mais je crois malheureusement que c'est la première éventualité qui est la meilleure, c'est-à-dire que c'est les clients du Canada qui peuvent lui rendre le meilleur service en arrêtant de lui acheter son pétrole, parce qu'eux-mêmes ont réussi à s'organiser avec de moins en moins. Je pense que c'est comme ça que les choses… Après, il y a aussi quelque chose qui va rendre service aux gens qui n'aiment pas les sables bitumineux, c'est que c'est un pétrole qui est très cher. C'est rentable à partir de 80 dollars le baril, 80-90. D'abord parce que le procédé lui-même est énergivore et très capitalistique. Ensuite parce que le pétrole est produit au centre du Canada et que les infrastructures pour l'évacuer coûtent cher. Donc vous avez un prix du baril minimum qui fait que c'est rentable. Et aujourd'hui, avec le prix du baril actuel, je suis à peu près sûr que tous les opérateurs sont en train de perdre leur chemise. Alors, si j'en reviens, je vais finir juste sur le plan du Shift Project. Le plan du Shift Project a une particularité aussi, c'est qu'on va se nourrir directement de dialogues avec des experts qui ne représentent pas une entreprise ou une corporation. Quand vous êtes un think tank classique, d'habitude, vous avez une possibilité de vous démultiplier dans la société qui est faible. C'est-à-dire que votre réseau direct est faible. Il se trouve que le Shift Project a monté un ovni dans le domaine associatif, qui est une association de personnes physiques qui s'appelle les Shifters. Il y en a peut-être quelques-uns qui nous écoutent du reste, qui sont les gens physiquement amis, j'ai envie de dire, du Shift Project, et qui sont pour beaucoup des gens qui ont une spécialité technique dans le monde de l'énergie et du changement climatique. Et dans le cadre de l'association des Shifters, ces gens-là sont prêts à mettre leurs compétences au service de ce plan. Dit autrement, on a un accès direct à des gens qui sont globalement de bonne foi et globalement techniquement compétents pour être capables de nourrir nos propres réflexions sur jusqu'où est-ce que la technique peut nous emmener et jusqu'où est-ce que la technique ne nous emmènera pas, jusqu'où est-ce qu'on sait que les entreprises sont déjà en train d'investir sur certains trucs qui sont des bonnes idées, jusqu'où elles sont en train d'investir sur des trucs qui sont des mauvaises idées ou sur rien du tout. Voilà, on a toutes ces informations, en tout cas en France, via notre réseau, et ça nous permet de fournir des propositions avec lesquelles on est très confortable et très serein sur la partie technicité et modalité de déploiement. Ça répond à d'autres questions que l'on a. Comment aider le Shift Project? Donc, une des premières réponses, c'est par une expertise particulière que le Shift Project il y a peut une valoriser. Oui, alors il y a une association. En fait, la première bonne manière, c'est de rentrer en contact. Donc, il y a une association qui s'appelle les Shifters. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de dialogue. Et cette association, elle… voilà, c'est là. Voilà, je viens de vous mettre le lien dans la boîte de dialogue. Et vous avez même une carte accessible à partir de ce lien où vous pouvez voir où sont les shifters qui ont déclaré là où ils habitaient dans le monde. Vous voyez, il y en a un peu partout. Et il y en a quelques-uns au Canada. Alors, ils sont plutôt dans le Canada francophone. Mais il y en a peut-être quelques-uns dans l'Alberta, je n'ai pas regardé. Et ailleurs. Voilà, donc il y a cette possibilité. Et après, dans le cadre de ce plan de transformation, on va avoir… j'ai envie de dire, plein d'appels qui vont être faits. Un des appels qui va être fait, que j'ai suggéré au président des Shifters, c'est qu'une fois qu'on aura nos premières propositions, notamment de les passer à des Français installés à l'étranger, pour qu'ils nous disent si ça ressemble de près ou de loin à des choses qu'ils peuvent avoir vues autour d'eux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont déjà vu des trucs qui ressemblent à ça, ou est-ce qu'ils ont vu dans ce qu'ils connaissent des éléments qui pourraient nous être utiles pour améliorer la proposition, mieux la compléter, etc., ou parer un défaut qu'on n'aurait pas vu. Voilà, donc on va notamment s'appuyer sur les gens qui sont à l'étranger pour essayer d'enrichir ce qu'on… Parfait. Donc, je pense que vous allez susciter pas mal de vocations parmi ceux qui nous écoutent actuellement. C'est très bien. J'aimerais vous poser une question parce que je vois que l'heure tourne. On a pas mal de questions sur les transports. On a eu Jean-Georges qui nous a posé 2 questions sur comment
augmenter l'importance du train dans le mix? Comment rendre les voitures électriques plus économes, plus environnementales, surtout leur cycle de vie par rapport aux voitures thermiques les plus, on va dire, économes? Je vois une autre question qui nous est remontée. Peut-on réinventer rapidement tous les modes de transport? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Après, on a une ou deux autres questions, si on a Alors, le temps encore. les transports, en fait, je vais commencer par vous faire une réponse d'ingénieur. Il faut les mettre dans plusieurs catégories. En fait, la bonne manière de segmenter les transports, c'est par motif de déplacement. Vous avez des transports qu'on appelle contraints ou obligatoires, qui sont les transports qui sont liés à des fonctions qui sont biologiquement ou socialement vitales. Alors, dans ce qui est biologiquement vital, il y a le fait de se nourrir. Par exemple, jamais vous n'arrêterez d'aller vous déplacer jusqu'à un magasin pour acheter à manger tant que vous aurez faim et qu'il y aura à manger dans le magasin et tant que vous n'aurez pas votre potager chez vous. Voilà. Donc, le déplacement pour les courses, ça fait partie des trucs qui sont biologiquement nécessaires. Le déplacement pour aller au travail, dont on a vu qu'on pouvait en diminuer une bonne partie sans arrêter de travailler récemment, fait partie aussi de ce qu'on appelle des déplacements contraints. Alors, ils ne sont pas juste contraints par votre propre souhait. Vous pourriez, vous, de souhaiter rester chez vous pour travailler. Mais après, ça peut être contraint par des conventions avec l'employeur, par des conventions sociales, par etc. Donc, voilà. Après, vous avez les déplacements qui sont toujours de proximité, mais qui sont sous votre seule responsabilité, par exemple pour aller voir des amis, pour aller au cinéma, pour etc. Donc ça, c'est plus du tout contraint. Personne ne vous met un revolver sur la tempe, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Et enfin, vous avez également les déplacements longue distance, qui sont pour une petite partie professionnelle et pour l'essentiel de loisirs. Ces trois catégories de transport ne sont pas à traiter de la même manière parce que la marge de manœuvre que vous avez sur la partie comportementale est beaucoup plus élevée quand il s'agit des loisirs et des déplacements pour motifs personnels que quand il s'agit des déplacements contraints. Si vous êtes visiteur médical dans un labo pharmaceutique et que votre patron vous dit « tu vas aller voir le médecin du genou là, pour lui vendre un antidouleur du feu de Dieu », il ne va pas dire « non, non, je vais aller moins loin, je trouve ça plus sympa ». Bon. Alors que pour partir en vacances, vous pouvez faire 2 heures de voiture pour aller dans les Rocheuses ou prendre 2 heures d'avion pour aller je ne sais pas où. C'est votre choix, d'accord? Donc, vous pouvez très bien toujours partir à 2 heures de chez vous, mais ne pas prendre le même mode de transport, ne pas émettre la même quantité de CO2, ne pas cramer la même quantité de pétrole, etc. Donc, sur la partie loisirs, une partie du chantier consistera à voir comment est-ce qu'on peut inciter / contraindre les gens à aller se détendre en étant plus près de chez eux. Ce qui est une vraie marge de manœuvre, et probablement la première. Sur la partie contrainte, il y a tout un mélange qui fait appel à la fois au comportement et à la technique. On peut imaginer conserver des voitures qui font 1,5 tonnes pour être tout seul dedans pour aller au boulot. On peut aussi ne pas avoir de voiture et s'acheter un vélo électrique, qui, à mon avis, est un vrai game changer parce que c'est un vélo qui a une portée de 15 km alors que le vélo manuel, c'est plutôt 7. C'est un vélo que n'importe qui, même pas en forme, peut enfourcher demain matin parce que justement, vous avez une assistance électrique. Tout ça, c'est du vécu, ce que je suis en train de vous dire. On a bien vu avec la grève de la RATP à Paris, le confinement, etc. Vous avez des tas de gens qui, avec la grève de la RATP, qui se sont mis au vélo et qui, depuis, ils sont restés. Ça, c'est une mesure qui est parfaitement sociale en plus, parce qu'un vélo, ça coûte 1 000 €, 1 500, 2 000 pour un très bon, une voiture, ça coûte 15. Donc, faire des aménagements cyclables pour que les gens n'aient pas besoin de voiture pour aller au travail, mais un vélo électrique, plus une douche à destination, plus un kawaii, on peut considérer que c'est une mesure sociale. Puis en plus, ils seront en meilleure forme, et donc ils auront une consommation médicale qui sera plus basse. Donc, dans les mesures, on a tendance, surtout quand on est très câblé ingénieur, ce qui est mon cas, à raisonner à ISO comportement et à dire je vais tout régler par des mesures techniques. Alors en fait, au shift, on va dire non, non, c'est pas comme ça qu'on va réfléchir. On va regarder ce que peut faire la technique et puis ce qu'elle ne fait pas, ça sera des comportements. Par ailleurs, dans la technique, on a souvent tendance à être des amoureux du gadget. Dit autrement, si c'est nouveau, c'est que c'est intéressant. Mais il y a des tas de trucs qui peuvent être nouveaux et pas intéressants du tout. Au Shift, par exemple, on considère que la 5G, c'est nouveau et pas intéressant. Voilà. Ça ne vaut pas le coup de faire des trous dans la terre, de cramer du charbon, tout ça pour télécharger une vidéo en 2 secondes au lieu de la télécharger en 2 minutes. On s'en fout complètement. Enfin, moi, à titre personnel, je pense que ça ne vaut pas le coup d'hypothéquer l'avenir de qui que ce soit juste pour ce bénéfice-là. Bon. Donc, on a un sujet culturel qui est de se dégager de la culture du gadget, dans laquelle j'ai été, comme tout le monde, voilà, et d'avoir une culture très pragmatique, orientée résultat et orientée organisation, et qu'est-ce qu'on veut faire au fond. Donc, sur les transports, on va devoir mélanger
la technique, car l'électrification est une marge de manœuvre, à condition que l'électricité soit décarbonée. Il faut savoir que pour prendre un certain nombre de pays européens, en France, passer du thermique à l'électrique, ça divise les émissions par 2 en analyse de cycle de vie, par 2, pas par 10, par 2. Hein. C'est-à-dire qu'on passe en gros de 150-160 grammes de CO2 par kilomètre à 70, 75. Parce qu'il faut toujours faire la voiture, dans les deux cas de figure, parce qu'il faut faire la batterie, dans le cadre de la voiture électrique, et parce qu'il faut produire l'électricité. Même en France, ça fait un tout petit peu de CO2. Pas beaucoup, mais ça en fait un peu. En Allemagne, vous êtes break-even. C'est-à-dire qu'en Allemagne, une voiture électrique et une voiture thermique de même masse et puissance sont à peu près identiques en termes d'émissions de CO2 sur leur cycle de vie. En Pologne, il vaut mieux rouler au thermique. Donc la voiture électrique, c'est une solution à condition qu'on décarbone l'électricité. Alors question, est-ce qu'on est en train de décarboner l'électricité? Réponse, pas vraiment. Alors, j'ai des questions ici sur le nucléaire. Est-ce que c'est bien le nucléaire? Parce que Alors, de mon point les de vue, gens ont oui. ça derrière la tête. Oui, de mon point de vue, oui. Alors, je vais être un tout petit peu plus précis. Oui, au sens que plus on en fait pour remplacer du charbon et pas en plus du charbon. Hein. Donc, je vais avoir la même critique avec le nucléaire qu'avec les éoliennes. Si on en fait en plus du charbon, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire baisser les émissions de CO2. Si on en fait à la place du charbon, c'est une excellente idée. C'est un des premiers trucs qu'il faut faire dardard, parce que le nucléaire, remplaçant le charbon, évite considérablement plus de risques qu'il n'en crée. Donc évidemment, le nucléaire, c'est risqué, mais manger du sucre, c'est risqué. Du reste, brancher votre ordinateur dans la prise, c'est risqué. Vous risquez toujours un faux contact et vous électrocuter. Donc tout est risqué. Il faut mesurer. Et il faut voir si l'espérance mathématique de mourir d'un accident nucléaire est supérieure ou inférieure à l'espérance mathématique de mourir à cause du charbon. Et la réponse est très claire. L'espérance mathématique de mourir à cause du charbon est infiniment supérieure. Et à cause des sables bitumineux aussi. Donc partout où on va remplacer une énergie fossile par du nucléaire, de mon point de vue, on fait une bonne affaire. Ce n'est pas comme ça que la population le voit dans beaucoup de pays, pour des raisons historiques, pour des raisons de peur de l'inconnu, pour des raisons, etc., pour des raisons de gens qui n'acceptent pas de se dédire. Donc, j'ai envie de dire, on est très dans une approche de type l'Église contre Galilée dans cette affaire. Donc, ça met du temps. La vérité finira par triompher, mais c'est long. Mais je pense que si on se refuse, alors déjà, se passer des combustibles fossiles, ça va être avec nucléaire, ça va déjà être un truc extrêmement sport. Sans nucléaire, ça sera encore pire. C'est-à-dire que sans nucléaire, on accélère le moment où on va avoir des famines, des guerres, des épidémies et autres des écosystèmes qui s'effondrent, les coraux qui disparaissent et autres réjouissances de cette nature. Alors, j'ai des questions là, justement, pour rebondir là-dessus, sur les Mais ça ne pays. fera pas, j'insiste sur un point, ça ne fera pas toute la solution. Donc il ne faut pas penser que le nucléaire nous exonère de tout le reste. Évidemment que non. On va faire du nucléaire et passer des 4x4 au vélo électrique. On va faire les deux. Parce qu'il y a beaucoup trop de charbon dans le monde. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, vous avez, que je ne dise pas de conneries, vous devez avoir 200 gigawatts installés en nucléaire dans le monde. Vous en avez 2000 au charbon. D'accord? Donc, même si on passe les 200 dans les années qui viennent à 500 ou à 1000, vous voyez que ça ne fait pas tout le chemin. Et puis, on a toujours les centrales à gaz. Et puis, dans cette histoire, on n'a toujours pas remplacé les voitures à pétrole. Vous voyez, donc oui, il faut en faire autant qu'on peut, j'ai envie de dire, mais à la place du charbon. Et il y a énormément de trucs à faire à côté qu'il faut faire aussi. Ok, alors là, j'ai des questions et peut-être ça fait le lien. Je vous la lis verbatim. Pourquoi se concentrer sur la transformation de l'économie française qui génère des émissions ridicules en comparaison aux Chinois et Américains en valeur absolue? Question de Yacine. Et donc, La eux, ils réponse, c'est consomment parce du que je charbon. n'ai La réponse, c'est parce que je n'ai aucune prise sur le gouvernement chinois. Donc, je m'occupe des gens sur lesquels j'ai une prise. Donc, si l'homme qui a posé la question a de la prise sur le gouvernement chinois, je serais ravi de lui donner des conseils. Mais moi, je ne sais pas faire. Par contre, ce que je sais, c'est que si on commence à initier quelque chose qui est à peu près pertinent en France, la France est quand même un des deux pays qui compte en Europe, si on veut bien arrêter de se mettre sous les fourches caudines de l'Allemagne à cause de nos problèmes de déficit budgétaire. Et donc, on a une capacité d'entraîner l'Europe dans quelque chose d'intelligent. Et une fois que l'Europe est entraînée dans quelque chose d'intelligent, je pense que ça ne sera pas tout à fait anodin sur ce que fera la Chine. Donc à ma modeste échelle,
de quinquagénaires bien avancés vivant en France, je pense que si je décidais de m'attaquer directement à la Chine, je perdrais mon temps totalement. Écoutez, ça répond bien à d'autres questions. Mais alors, si une question de Pascal, si seule la France bouge, cela ne sert à rien à part affaiblir le pays ou l'Europe. Comment faire pour l'adapter dans le monde avec ces différences de stade de développement? Alors, je ne crois pas une seconde que ce soit nous affaiblir. D'abord, je rappelle que la voiture balai, baisse du pétrole, baisse du gaz et baisse du charbon est déjà à l'œuvre en France. Donc, de toute façon, décarboner l'économie, on est déjà obligé de le faire. Si on ne le fait pas volontairement, c'est juste la baisse du PIB qui s'en charge à notre place. Et au sens que l'entend l'homme qui a posé la question, je pense que c'est affaiblir le pays. À mon sens, pas nécessairement, mais de toute façon, c'est se désorganiser de façon certaine. Donc déjà, c'est une mesure sans regret en France. Et ensuite, je vais répéter ce que j'ai dit juste avant, je crois très fortement aux effets de mode. Si les effets de mode n'existaient pas, une bonne partie des gens qui nous écoutent seraient out of business. Donc, c'est évident que les effets de mode, ça existe. Le mimétisme existe. C'est comme ça qu'on élève nos enfants. Donc, si la France se met à faire quelque chose qui est résolu et pertinent, pas une seconde, je ne crois que personne ne va s'en inspirer ou personne ne dialoguera avec nous. Et je crois même l'exact inverse. Je crois que si on se met à faire un truc qui est pertinent et inspirant, on aura énormément de candidats qui vont venir toquer à la porte pour venir discuter avec nous. Pas nécessairement des États, du reste, on s'en fout. Ça peut être des individus. On le voit déjà. Tous les gens qui ont dit qu'ils allaient s'inscrire aux Shifters, là, c'est des individus qui viennent toquer à la porte. Ça peut être des municipalités, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations. Donc, il n'y a pas que les pays qui… Donc, in fine, c'est effectivement les États qui décident des réglementations, mais les États sont soumis à leurs propres opinions domestiques. Et ces opinions domestiques peuvent être influencées à des échelons qui ne sont pas celui de l'État, par énormément de moyens possibles. Donc, je ne crois pas une seconde que ce soit pisser dans un violon si la France se lance dans quelque chose qui a de la gueule. Le vrai défi, en fait, pour moi, il est beaucoup moins d'avoir beaucoup d'interlocuteurs intéressés si la France fait quelque chose d'intelligent que de faire en sorte que la France se mette à faire quelque chose d'intelligent. Là, la haie est beaucoup plus haute à franchir. Jean-Marc, il est chez nous 1h03. Je vois que les gens sont toujours connectés, donc ils sont certainement captivés si j'en juge par le flot des questions. On se donne jusqu'à quelle heure? Encore Écoutez, jusqu'à 15 à peu près? oui, Quelle oui, est votre disponibilité? encore 15-20 minutes. Il va finir par être l'heure de manger chez moi, mais je peux prendre encore 15-20 minutes sans problème. Alors laissez-moi. Il y a des questions sur le pétrole. Alors, je vais vous en livrer deux et je vous laisse faire l'amalgame. Donc, comment analysez-vous l'annonce faite par BNP Paribas de déprécier ses actifs pétroliers de 17,5 milliards afin de refléter la réalité du marché pétrolier? Je ne crois pas que ce soit BNP Paribas, je crois que c'est BP qui vient de faire ça. Et je pense tout à fait que ça doit être une typo. J'ai lu bêtement, mais en effet, BP a fait cette annonce hier, donc ça doit Oui, correspondre absolument. BP, oui. Eh bien, écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le Excusez-moi, monde… il avait corrigé. Pardon Nicolas, vous aviez corrigé et je ne l'avais pas pris en compte. Bon. Ce que je sais, c'est que dans le monde pétrolier, en gros, les actifs détenus par un opérateur, c'est un peu l'équivalent des cash flows cumulés pour l'économie, c'est-à-dire c'est les productions cumulées issues des gisements qui sont détenus ou des parts de gisements qui sont détenus par cet opérateur. Ces productions sont pour partie déjà effectives, c'est-à-dire que ça correspond à des gisements qui sont déjà en exploitation, et pour partie, ça correspond à des ressources qui ont été découvertes, voire évaluées, mais pour lesquelles les infrastructures de mise en production n'ont pas encore été construites. C'est ce qui, dans le jargon des pétroliers, s'appelle discovery, voire quand on commence à construire les infrastructures, à ce moment, c'est under development. Alors, pour ces gisements-là, vous avez toujours une marge de manœuvre, tant que les infrastructures de mise en production n'ont pas encore été mises en production, de le faire ou de ne pas le faire. Et vous allez notamment prendre cette décision en fonction de ce qu'est votre prévision ou votre projection de prix médian du pétrole à l'avenir. Parce que les gisements qui aujourd'hui restent à développer, c'est du pétrole marginal cher. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est du shale oil, qui est du pétrole cher. C'est le sable bitumineux, qui est du pétrole cher, et c'est de l'offshore profond, voire ultra profond, qui est également du pétrole cher. Tous ces pétroles, à $30 le baril, vous n'y allez pas. À $100 le baril, vous y allez en courant.
Et quelque part entre les deux, vous y allez ou pas en fonction de ce que vous pensez que sera le prix du baril. Et BP a notamment complété son annonce de dépréciation, parce qu'il se trouve que c'est un coup de chance, hein, j'ai lu l'article dans les Échos ce matin, c'est pour ça que je suis capable de vous répondre, d'une évaluation sur le prix futur du baril auquel il a enlevé 10 ou 15 dollars de mémoire par rapport à son évaluation précédente. Donc en gros, il y a des gisements détenus par BP qui ne peuvent plus être mis en production avec le prix du baril auquel ils s'attendent. Et à ce moment, ce gisement passe de actif à rien du tout. Donc il passe une provision pour dépréciation, puisqu'ils ne feront pas sortir ce pétrole de terre au prix du baril qu'ils envisagent. D'accord. Un autre sujet qu'on n'a pas abordé du tout, Jean-Marc, qui est une des causes finalement, des routes causes du réchauffement, c'est l'augmentation rapide de la population. Vous l'avez évoqué, mais en termes d'action, euh, En termes d'action, quelles sont vos je idées vais à là-dessus? nouveau stipuler pour ce qui est à la main de la France. Ce qui est à la main de la France, c'est deux choses. C'est limiter la population sur son territoire. Et la deuxième chose, c'est aider les autres pays à limiter leur population. Alors, les autres pays avec lesquels la France a une marge de manœuvre pour les aider à limiter leur population, c'est essentiellement les pays dans lesquels on a des mécanismes d'aide au développement, parce que je ne connais pas de mécanisme économique qui nous permettrait de dire, je ne sais pas, moi, à la Russie, de limiter sa population. Alors, en l'occurrence, elle s'en charge très bien toute seule, puisqu'elle est en déclin démographique. Donc, l'exemple n'était peut-être pas le bon. Donc, le Canada, tiens, par exemple, la France n'a pas de. Je ne crois pas que la France ait un moyen d'action pour que le Canada limite sa population. Bon. Sur notre sol, les débats sont des débats nécessairement difficiles, parce que c'est des débats qui touchent aux questions d'immigration. C'est des débats qui touchent aux questions de natalité et c'est des débats qui touchent aux questions de mortalité. Alors, vous voyez très récemment, pour prendre le troisième terme, qu'on a aujourd'hui pris d'énormes mesures pour des gens très âgés en France, puisque l'âge moyen des gens qui sont morts du Covid, sauf erreur de ma part, c'est 80 ou 81 ans. Donc, on a confiné tout le monde pour préserver des gens très âgés. On aurait très bien pu se dire, je suis désolé si ça va choquer quelques personnes qui vont m'écouter, mais ces gens-là, ils en ont bien profité, ils ont connu les 30 Glorieuses, on a payé leur retraite, on s'est occupé de les soigner quand ils étaient vieux et malades. Bon, s'ils meurent 6 mois plus tôt, c'est quand même pas très grave, leurs petits-enfants ont un peu plus de mourons à se faire. Ce qui est tout à fait vrai. J'insiste, c'est tout à fait vrai. Bon. Ce n'est pas du tout le discours qu'on se tient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un refus total de la mort, quel que soit l'âge et quelle que soit la cause. Il est évident qu'on n'aura jamais un débat adulte sur la question de la population chez nous tant qu'on n'a pas un débat adulte sur le rapport à la mort. Voilà, donc on a première marche à franchir, j'ai envie de dire, qui est de, je ne sais pas s'il faut dire dépassionner, rationaliser n'aurait pas de sens, enfin, je ne sais pas comment aborder, enfin, je ne sais pas comment dire. Bon, on a un sujet là-dessus. Après, on a aussi gardé une fiscalité nataliste de l'époque où c'était important d'avoir plus de soldats que le voisin et où le pays pouvait accueillir toutes les armes qui s'y trouvaient. Peut-être que ce n'est pas une très bonne idée de garder cette fiscalité. Alors là aussi, ça fera grincer des dents. Hein. C'est évident que le jour où on convertit le système, ça met instantanément des gens dans des conditions pas agréables. Mais en tout cas, c'est un débat. Ne pas l'avoir, à mon avis, est moins utile que de l'avoir. Encore une fois, même si tous ces débats sont des débats difficiles, hein, j'ai parfaitement conscience de ça. Là où le débat est à la limite le plus facile, j'ai envie de dire, c'est quand il s'agit de la population chez les autres. Et en particulier là où la France a de l'aide au développement, parce que là, il y a 3 mesures que la France pourrait financer et qui auraient un impact. La première mesure, c'est alors je ne sais pas comment on dit exactement en français, empowerment, mais c'est si vous dire prise de pouvoir, investissement, je sais pas quoi, des femmes, parce que alors ça passe notamment par l'éducation, mais pas que. Tous les pays dans lesquels les femmes voient leurs conditions s'améliorer sont des pays dans lesquels les taux de natalité baissent. Et c'est plus un effet lié à la place de la femme dans la société qu'un effet PIB stricto sensu. Donc, financer l'éducation des femmes et je ne sais pas si je dois maladroitement l'appeler la parité, l'égalité, enfin, je ne sais pas comment il faut que je l'appelle, mais j'aime bien le terme anglais, empowerment. Enfin bon, voilà.
Ça, c'est quelque chose d'utile. La deuxième chose qui est utile, évidemment, c'est l'accès aux moyens de contraception quand ça ne heurte pas la culture, etc., ce qui est toujours un sujet, évidemment, hein, notamment dans les pays très religieux. Mais c'est quelque chose qui a un effet direct à l'évidence aussi. Et enfin, le troisième mécanisme qui a un effet direct, c'est les mécanismes de solidarité. Dans les pays dans lesquels vous n'avez pas d'assurance maladie et pas de caisse de retraite, faire plein d'enfants, c'est l'assurance qu'il y en a bien qui s'occupera de vous si vous êtes vieux ou malade. Bon. Si vous avez des mécanismes de solidarité qui s'en chargent à la place de votre famille, eh bien, vous avez une tendance à avoir moins envie d'accroître votre famille de ce fait. Alors, tous ces processus sont des processus lents, c'est absolument évident. Mais voilà quelques éléments de réponse. En tout cas, ce qui est évident, c'est que oui, la demande, elle est proportionnelle je dis bien la demande, après on peut la satisfaire ou pas, hein. Elle est proportionnelle à la taille de la population, et si le gâteau est limité et que d'entamer le gâteau doit nous conduire à nous effondrer, plus vite la population croît et plus vite elle s'effondrera. Ça, c'est un phénomène malheureusement de dynamique des populations qu'on connaît très bien dans le monde animal, quand vous avez des populations qui croissent dans un univers qui n'est pas capable de les soutenir durablement. C'est quelque chose qui est malheureusement bien connu. C'est probablement un des débats les plus difficiles dans le cadre du problème dont je m'occupe. Après, à très court terme, là où on est raisonnablement dépassionné sur la question, c'est que sauf impact de météorite, si j'en reviens à mon plan de transformation de l'économie, la démographie à 5 ans ne change strictement rien. Je veux dire, ça ne change pas les ordres de grandeur, 1% de population en plus ou en moins. Donc si on veut être sérieux sur la question climat, la bonne nouvelle, c'est que dans les 5 ans à 10 ans qui viennent, où on doit déjà gagner 20 à 50% d'émissions, de toute façon, la démographie, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ce n'est pas la variable première. Ok. Alors, je vois que les gens ne nous quittent pas, donc ils sont passionnés par vos réponses, Jean-Marc. Envoyé J'aimerais par leur patron. J'aimerais regrouper plusieurs questions, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux solutions et aux modes d'énergie ou aux modes on va dire, d'élimination du CO2. Donc, je vais regrouper 4 questions en une. On a une question par mode d'énergie. Que pensez-vous en termes de réponse au problème du changement climatique, de la position de l'hydroélectrique, de la position de la capture, de la séquestration du CO2, de la fusion nucléaire? Est-ce viable? Est-ce réaliste? En une demi-seconde, là, vos enfants seront morts, que ça ne sera toujours pas une marge de manœuvre. Voilà. Ok, donc on voit la une d'éliminer, mais il en reste 2 autres. Et j'ai également une question sur l'élevage industriel, notamment des bovins, extrêmement gros émetteurs de méthane, comme chacun sait. Voilà, donc c'est difficile si vous pouviez adresser chacun de ces sujets. Alors, l'élevage bovin, il faut absolument le baisser. Donc, il faut diminuer la quantité de bovins sur Terre, ça c'est très clair. L'élevage bovin, alors je vais prendre des chiffres pour la France parce que je connais bien le cas français, après on pourra transposer à d'autres pays. En France, l'élevage bovin mobilise entre 50 et 60% de la surface agricole. Si je mets bout à bout les pâturages et les céréales qui sont destinées à l'alimentation animale. Par ailleurs, on est obligé d'importer des protéines végétales qui sont une cause indirecte de déforestation, parce que le soja est une cause de déforestation. Et enfin, les bovins sont, sauf erreur de ma part, responsables d'un tiers, plus ou moins 5%, j'ai plus le chiffre en tête, des émissions planétaires de méthane, qui est un gaz à effet de serre très significatif. Donc, il faut absolument manger moins de viande bovine et moins de glace et moins de laitage et moins de yaourt. Alors, ça ne veut pas dire en manger plus du tout, parce qu'une division par 2, ce n'est pas une division par 100. Voilà. Mais c'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut viser. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va s'attaquer à ce sujet dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, puisque la France, je viens de faire un post sur LinkedIn ce matin là-dessus, enfin cet après-midi, la France héberge le plus gros cheptel bovin d'Europe. On n'a pas loin de 20 millions de têtes. Et par ailleurs, j'aime beaucoup les éleveurs qui font un métier beaucoup plus dur que celui de tous les gens qui nous écoutent. Ils se lèvent plus tôt, ils ont moins de vacances et ils gagnent beaucoup moins bien leur vie. Donc, j'ai pas envie. Et puis par ailleurs, ils sont dans un monde rural qui a besoin de se repeupler. Donc, j'ai pas du tout envie de leur mort. Et il faut trouver un mécanisme, et on va y réfléchir, qui leur permette de mieux gagner leur vie avec moins de vaches. Voilà, en gros, c'est ça auquel on va réfléchir.
Sur la partie capture et séquestration du CO2, je les prends à l'envers. Alors, c'est un processus qui consiste, pour ceux qui ne sont pas familiers, à récupérer le CO2 en sortie d'installation de grande combustion, typiquement une centrale à gaz, une centrale à charbon, une cimenterie, etc. Et avant que ce CO2 ne s'échappe de la cheminée pour aller dans l'atmosphère, pof, on le récupère et on l'envoie sous terre, sous forme supercritique. Alors, c'est un processus qui ne sera malheureusement pas à la hauteur des attentes dans les 30 ans qui viennent. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, nous émettons 40 milliards de tonnes de CO2 fossile par an. Il y a dans le monde de l'ordre de 40, si ma mémoire est bonne, millions de tonnes de CO2 séquestrées chaque année. Et là-dedans, l'essentiel, c'est du CO2 de séparation en sortie de gisements gaziers. Parce que quand vous exploitez du gaz naturel, en fait, dans le gaz naturel, vous avez toujours un petit peu de CO2 quand vous le sortez du gisement. Et évidemment, ce CO2, vous ne l'envoyez pas dans les tuyaux pour les cuisinières et les chaudières. D'abord parce que ce n'est pas réglé pour ça. Ensuite, parce que si vous avez de l'eau quelque part, ça se met à corroder les tuyaux. Enfin bon, bref. Donc, vous l'épurez. Et cette épuration du CO2 en sortie de gisement vous produit donc du CO2. Et les Norvégiens sont notamment des grands spécialistes de ça. Vous pouvez prendre ce CO2 et le remettre sous terre. Aux États-Unis, vous avez également du CO2 qui est séquestré parce que ça sert de solvant pour lessiver les gisements pétroliers. On réinjecte le CO2 sous terre. C'est un produit commercial aux États-Unis. Vous avez des pipelines de CO2. Voilà. Mais tout ça concerne quelques dizaines de millions de tonnes par an. Pour que ça commence à devenir significatif, il faudrait que ça concerne quelques milliards de tonnes par an. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, le tonnage annuel de pétrole et de gaz extrait de la croûte terrestre, donc chaque année, on extrait de la croûte terrestre en gaz et en pétrole conjugué 7 milliards de tonnes, un peu plus, 7,5. Donc, il faudrait doubler les infrastructures du secteur oil and gas pour que ça commence à devenir significatif, pour réinjecter sous terre un produit qui aujourd'hui n'a pas de valeur commerciale. C'est évident que, on ne va pas y arriver sans économie de guerre, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sans une contrainte absolument massive mise sur les gens qui devront faire, et sans effets collatéraux très significatifs dans le reste de l'économie. Donc on peut le faire, techniquement, mais ça n'arrivera jamais dans les bons ordres de grandeur dans les 30 ans qui viennent. Donc il faut faire ce qu'on arrive à faire, mais ça sera petit. Voilà. Et la dernière question, je l'ai oubliée déjà. Alors, c'était l'hydroélectrique. Est-ce que vous pensez que ça peut faire changer on va dire, le paysage L'hydroélectricité aujourd'hui, oui, l'hydroélectricité aujourd'hui, c'est 15% de l'électricité mondiale. On a coutume de dire que ça pourrait être multiplié par 2, voire 3 dans les meilleurs cas de figure. Mais il faut bien voir que l'hydroélectricité n'est pas une énergie qui est totalement anecdotique. L'accident le plus mortel qui ait jamais eu au monde sur une installation de production électrique est arrivé avec un barrage. Ce n'est pas du tout Tchernobyl. Tchernobyl a fait 50 morts instantanées et probablement quelques milliers de morts différées. Le barrage de Vajon-Longaronne en Italie, il a fait 2500 morts instantanées avec sa rupture. Et il y a un barrage, alors en l'occurrence, je pense que c'était pour l'irrigation, pas pour l'électricité, qui a rompu en Chine dans les années 70 et qui a fait entre 20 000 et 100 000 morts, enfin un complexe de barrages, entre 20 000 et 100 000 morts. Donc les barrages, ce n'est pas du tout anodin pour la santé humaine, ce n'est pas anodin pour l'environnement. Le barrage des Trois Gorges a conduit à l'évacuation de 1 million de personnes, alors qu'à Tchernobyl, on n'en a évacué que 200 000. Le plus grand lac de barrage au monde couvre la superficie d'un département français, 5500 km², qu'on a totalement noyé. Donc les écosystèmes existants avant ont totalement disparu. Alors on a fait des poissons, d'accord, mais bon. Donc ce n'est pas totalement anodin. Voilà, les barrages qui sont mis en place en Asie, par exemple, perturbent totalement les cours d'eau sur lesquels ils sont mis, tuent les dauphins, les poissons, enfin bon. Donc c'est pas anodin l'hydroélectricité. Hein. C'est renouvelable, mais c'est pas. Bon. Et de toute façon, il y a un potentiel qui est limité parce qu'il faut avoir des montagnes avec des vallées suspendues qu'on est capable de fermer avec des murs. Et il y a un potentiel limité dans le monde de montagne avec de la pluie qui tombe dessus. Donc, il y a un petit calcul sur mon site où j'ai fait le potentiel pour l'Europe. Et on se rend compte que pour l'Europe, on est à 80% ou 90% du potentiel. Et c'est la raison pour laquelle la contribution de l'hydroélectricité en valeur absolue à la production électrique européenne est stable depuis 30 ou 40 ans. Ça ne bouge pas, ça n'augmente pas. Voilà, donc dans les zones matures, alors au Canada, probablement qu'on pourrait en rajouter un peu, mais ça serait encore plus facile qu'on faire la réponse que j'ai faite tout à l'heure, de rajouter des réacteurs nucléaires. Et ça occupe moins d'espace.
Eh bien, Jean-Marc, je suis conscient de l'heure, 1h21. Il faut que vous preniez votre repas et nos auditeurs également ont d'autres activités. Mais merci encore pour votre disponibilité, c'était passionnant. Est-ce que vous voulez terminer sur quelques notes d'espoir? Oui, la note d'espoir, c'est qu'il y a du boulot. Donc, il y a un défi est toujours, peut toujours être pris de deux manières. Il peut être pris d'une première manière qui est ah là, qu'est-ce qu'on va souffrir, et une deuxième manière qui est de dire ah, qu'est-ce que ça va être chouette quand on y sera arrivé. Il y a un parallèle que j'ai pris plusieurs fois, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, mais je vais vous le reprendre, qui est d'aller sur la Lune. Quand vous y réfléchissez, aller sur la Lune, c'est quand même, enfin, il faut être taré pour avoir envie de faire ça. Vous vous faites secouer dans une boîte de conserve à terre où vous êtes soumis à des accélérations de 3G, 5G, 10G. On vous empêche de voir vos proches, on vous fout en quarantaine, on vous fait manger de la bouffe infâme là, en altitude, à côté de laquelle le McDo, c'est 3 étoiles. Vous êtes obligé de pisser dans votre combi. Pendant une semaine, vous vous demandez, enfin, quand vous y réfléchissez, il faut juste être taré, quoi. Et il y a plein de gens qui se précipitent pour le faire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on arrive à rendre le défi qui nous attend, à le présenter comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un défi, et qu'on se dit chiche, on va y aller, je pense qu'on est capable de passer de notre civilisation faut dire ce qui est, on est quand même pour beaucoup des pleureurs avachis dans notre canapé, quoi. Bon. Eh bien, je pense qu'il est important de retrouver quelque chose qui s'apparente à un esprit de conquête. Alors, pour notre plus grand malheur, ceux qui l'ont, c'est-à-dire les Américains, sont incapables de conduire cette conquête parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une planification et une organisation macroscopique qui n'est pas guerrière. Donc, les organisations guerrières, ils savent ce que c'est. Dès que ce n'est pas guerrier, ils ne savent pas. Et ceux qui ont le goût de la planification, c'est-à-dire les Européens et en particulier les Français, je trouve, ont un peu trop perdu l'esprit de conquête. Par rapport, voilà, donc peut-être que les Canadiens, c'est un juste milieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il est absolument essentiel de retrouver le goût du défi derrière tout ça, et de se dire, il y a quelque chose de très enthousiasmant là-dedans. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, quand on est jeune, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de la mort et qu'on se rend invincible et éternel, et qu'on n'est pas encore prisonnier d'une rente, eh bien, il y en a beaucoup qui peuvent être enthousiasmés par cette idée, parce qu'ils se disent, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'univers à défricher, ce qui est vrai, il y a plein de trucs à inventer, ce qui est vrai, pas juste sur le plan de la technique matérielle, sur le plan de la technique organisationnelle, il faut se creuser la cervelle, et il y a plein de trucs nouveaux à mettre au point qui vont nous permettre globalement d'améliorer la condition humaine. Donc, je pense que si on arrive à le prendre comme un défi, et il faut le prendre comme un défi, on a une petite chance de s'en sortir. Merci Jean-Marc Jancovici. Merci à tous de votre participation. Merci pour vos questions. Si vous voulez en savoir plus, on vous a diffusé les… Vous savez où trouver Jean-Marc Jancovici et le Shift Project. Et merci encore pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Qu'ils sachent, et on enverra une communication, que nous avons enregistré ce webinaire, donc on le rediffusera, on trouvera moyen de le mettre en ligne sur notre site calgaryaccueil.ca. Vous avez vu qu'on découvre encore un peu l'outil Zoom, mais veuillez nous en excuser, mais je pense qu'aujourd'hui on a eu un excellent échange. Merci à tous. Une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe et une bonne fin de journée pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Merci beaucoup. Voilà. Merci Et une Jean-Marc. bonne nuit pour les gens qui sont dans les Émirats Arabes Unis. Bonne continuation. Merci.